Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu différent, en tout cas important pour moi. J'ai eu envie de vous partager un parcours d'un homme qui peut être très ordinaire, mais qui est à mes yeux bien plus que cela. C'est le deuxième homme qui participe à ce podcast et il était évident qu'il aurait un jour sa place ici. Je voulais vous partager son optimisme, sa joie de vivre, la simplicité avec laquelle il a pris chaque difficulté et obstacle de sa vie. Alors je ne sais pas si ce témoignage pourra vous apporter quelque chose, si ce n'est vous faire peut-être sourire, vous donner espoir ou vous inspirer. En tout cas, moi il m'inspire, alors je voulais absolument qu'il participe. Mon invité n'est autre que mon papa. Un papa qui est toujours à l'heure le lundi matin pour écouter ma voix. Un papa débrouillard qui a fait un peu tout dans sa vie. Il en a eu 1000 au moins. Un papa qui aime les gens, qui aime la vie parce qu'il a décidé de la prendre un peu comme un jeu. Un papa qui a 73 ans déjà, mais toujours 30 à l'intérieur. Un papa qui déborde d'énergie et considère que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pour tout vous dire, je suis très très fière de lui et encore plus d'être sa fille. Plus le temps passe et plus je vois nos ressemblances dans notre manière de voir les choses. Alors en son honneur, un petit peu, et pour vous partager son histoire, j'ai eu envie de lui donner la parole. Donc j'espère que notre échange vous plaira. En tout cas, je suis déjà très très heureuse de le réaliser avec lui parce que c'est l'homme qui m'a aidée à grandir. Donc merci papa, et bienvenue à toi. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, quand et où tu es né ? Ouh là là, c'est impressionnant cette présentation. Comme elle a dit, j'ai 73 ans, je suis né dans un petit village près de Loches, à la maison, comme ça se faisait à l'époque, d'une fratrie de 7 enfants, ayant 20 ans d'écart entre le premier et le dernier. Je suis le troisième, avec 6 ans d'écart entre ma sœur, la deuxième, puisque mon père a été prisonnier 5 ans en Allemagne, donc c'est à son retour que j'ai fait surface. T'es né en 1946 ? Absolument. Quel type de petit garçon étais-tu ? J'étais pas quelqu'un de compliqué. Mon père était agriculteur et au retour de l'Allemagne, il a passé un concours pour faire facteur. Il distribuait des courriers à des agriculteurs. Et c'est l'époque où les agriculteurs s'étaient motorisés et passaient à un échelon supérieur au niveau outils. Et comme mon père s'était impatient de l'élevage, il a reconstitué une petite ferme autour de sa maison. Du coup, tu l'aidais beaucoup ? Du coup, le jeudi, en général, c'était les journées de vacances. On l'aidait beaucoup, soit dans les champs, soit à l'époque, il y avait des poulets, il y avait des agneaux. Et donc, il y avait toujours des choses à faire avec lui ou avec ma mère, parce que ma mère, elle était femme au foyer. Elle n'avait pas beaucoup son mot à dire en tant que femme ? Si, elle avait son mot à dire, mais les grandes directions, c'était mon père. Et tu t'entendais bien avec tes frères et sœurs ? Oui, on s'entendait bien. Bon, celui avec qui j'étais le plus proche, c'est celui qui était après moi d'1 an. C'était pas toujours simple. Il y avait toujours des petites bagarres et il faisait des fois des coups en douce, genre le charbon qu'il m'a envoyé, que j'ai reçu dans l'œil. Donc ça veut dire course pour l'attraper. Et je sais pas exactement comment ça se passait à l'époque. Quand même, il fallait qu'il sache que c'était pas bien. À l'école, ça se passait comment ? À l'école, c'était pas mon fort. Bon, déjà, à l'époque, on allait à 6 ans, on commençait l'école. Pour y aller, c'était 3,5 km. À pied ? À pied. Et le souvenir que j'ai, c'est quand il pleuvait, qui n'était pas terrible. On avait un fameux capuchon, ce qu'on appelait, quand c'est imbibé d'eau, c'est très lourd. Et 3 km, c'est beaucoup ? 3,5 km, c'est l'aller, et on revient le soir. On était habitués, on ne se posait pas de questions. Et à la maison, ça se passait bien ? À la maison, chacun avait le partage des tâches. Il y en avait un qui débarrassait la table, l'autre qui allait chercher le lait à la ferme, l'autre qui faisait la vaisselle. Et c'est vrai qu'il y a un esprit d'entraide qu'on avait entre nous à la maison, le travail pour aider, même si parfois tout le monde n'était pas forcément content de le faire. Tu t'entendais bien avec ton père ? Oui, pour moi c'était un exemple. C'était un entrepreneur. Il y avait toujours des choses à mettre en place. Il était souvent 3-4 associations, donc plus 18 ans de conseil municipal, si bien que c'est quelqu'un qui mangeait, dormait un quart d'heure et partait en réunion. Tu le voyais pas beaucoup ? Non, pas trop. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'a manqué. Il était actif ? Oui, il était actif. Et après, tu es parti faire tes études à quel moment ?
Moi, j'ai l'école, il fallait que je travaille beaucoup pour que je retienne quelque chose parce que le par cœur ne me convenait pas. Si bien que, certificat d'études en poche, j'ai fait une 5e. Et après, j'ai été 3 ans dans un collège technique en tant qu'électricien. Donc tu as passé un brevet professionnel? Ouais, j'étais en pension, c'était pas la meilleure époque pour moi. Parce que c'est l'esprit que je n'avais pas, peut-être, mais j'avais un manque de liberté, c'est sûr. Après, on est allé dans un lycée pour passer le bac technique. Et là, il fallait que ça soit encore repension. Par contre, le coût pour passer le bac technique avec la pension, c'est trop cher. Du coup, tu as passé ton brevet et après, tu pouvais pas prétendre passer le bac Non. par manque de moyens. Ouais. Donc du coup, je suis allé travailler en tant qu'électricien pendant 6 mois et après, je suis parti à l'armée. C'est à l'armée que j'ai changé de métier. Ah, Donc 16 mois de service militaire. Dans ces 16 mois, j'ai été à peu près 1 an aux Invalides avec un patron privé qui avait l'entretien des centrales téléphoniques et donc j'apprenais en même temps. C'était en 1966. Et après, ce patron-là connaissait un patron d'une société privée dans la téléphonie. Et donc, il m'a fait rentrer dans cette société. Et au bout d'1 an, j'ai eu la chance de... Dans cette société-là, on avait un service qui s'occupait des entretiens des téléphones dans les ambassades de France à l'étranger. Et au bout d'1 an, c'était au mois d'août, il n'y avait plus personne de ces services-là. Et on m'a demandé si je voulais aller dépanner ce central à Luxembourg. et tu savais pas le faire. Non. J'ai dit que ça allait le faire. Et tu y es allé. Et j'y suis allé, je suis parti 3 jours, et quand je suis revenu, bon, je veux dire que la première nuit, j'ai pas beaucoup dormi, parce qu'avec les plans, j'ai essayé de chercher à comprendre comment ça marchait, et donc je suis revenu, ça fonctionnait. Et à partir de là, on m'a demandé si je voulais pas rentrer dans le service pour l'entretien des téléphones dans les ambassades. Donc tu as dit oui. Et j'ai dit oui. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, j'étais marié avec Monique. Donc là, juste avant, tu t'étais marié avec une femme. Oui. Et donc, je ne me voyais pas beaucoup parce que j'étais toujours en voyage. J'ai commencé par l'Angleterre. Et après, j'ai fait les pays de l'Est, j'ai fait le Moyen-Orient. Et puis, donc, au bout de 2 ans, ma femme à l'époque a dit c'est moi ou la valise. Oh oh. Et comme je n'avais pas envie de quitter la valise non plus, j'ai cherché une autre société qui, cette société-là, partait à l'étranger, installait des centraux téléphoniques pour 1 an minimum. Donc, je pouvais partir avec ma femme. Et donc là, tu es parti où? Je suis parti en Argentine. Pour 1 an. C'est bien. C'était super. Les hivers étaient pas très froids, mais très humides. Et ils étaient gentils, les gens? Oui, super. Je pouvais vivre avec eux. Puis après, je suis parti au Mexique et est née Sandra. Sandra, c'est ma première fille. J'avais 28 ans. T'étais prêt à être papa? Oui, j'étais prêt, mais très occupé. Dans ces pays-là, on était en tant qu'encadrement et on embauchait sur place des gens qui ont leur formé. Mais par contre, une vie confortable. C'était une période où tu avais de l'argent? Oui. Il y avait tout le confort pour vivre une belle vie, quoi. Et ensuite, je suis allé habiter à Saint-Louis pour travailler en Suisse. Je suis resté 1 an et demi, pour partir ensuite dans les années 79 à Lyon. Et là-bas, au bout d'1 an, on m'a demandé si je voulais partir en Irak pour 6 mois, pour installer des écoutes téléphoniques. Des agents secrets. Yeah. J'ai dit ok, d'autant plus qu'à ce moment-là, j'étais en divorce avec la mère de Sandra. Et donc, je suis parti en Irak en 1980. Je suis revenu en 83. Il y avait donc la guerre en Irak-Iran. À l'époque, c'était surtout sur le front. Moi, j'ai vécu, par exemple, Israël qui ont bombardé la centrale nucléaire. Ce soir-là, ça a canardé de partout. Et j'étais au club, tranquille, et je suis revenu, les phares éteints. T'avais pas peur? Non, inconscient peut-être. J'étais jeune. Un matin, je suis allé pour courir. Et d'un seul coup, des mitrailleuses. Je suis revenu, je me suis mis sous les escaliers. Et puis, ça s'est calmé, je suis parti. Et la France te manquait pas? Non, j'ai ma vie là-bas. Mais en général, quand je partais, j'étais bien où j'étais, quoi. Je regarde pas trop derrière. Je suis très heureux de retrouver les gens, mais chacun a sa vie. Moi, mes parents, je les appelais très rarement. Quand je revenais naturellement, j'étais très heureux d'être avec eux. Pas dépendant à des lieux? Non. À l'époque, aujourd'hui, je dis c'est un peu dommage. J'avais des amis, mais quand je suis parti, je suis parti. Un peu dommage, peut-être. Je suis un peu comme ça, je crois aussi. Ouais, je suis dans le présent et demain. Je regarde pas derrière. C'est pour ça que là, ça fait un peu bizarre de regarder que derrière. Et t'inquiète pas, on va se rapprocher du présent. Mon danger, l'Irak, c'était
Comme j'étais responsable de plusieurs chantiers qui étaient du sud au nord, j'étais souvent sur la route. Je savais qu'il fallait surtout pas que j'ai un accident, parce que je savais que c'était la prison. Et avec le risque de me faire lyncher par le village, parce que je suis un étranger. Et après... Une fois, je me suis fait poursuivre dans le désert. Mais non. Oui, par des militaires. Et je suis arrivé le premier dans une base vie, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'une société française ou italienne, ils mettaient des bungalows et il y avait toute l'entreprise qui habitait, qui vivait. Et donc ce jour-là, c'était une course, ouais. Une course-poursuite en voiture ? Ouais. Et en 83, t'es rentré en France quand même ? En 83, oui, parce qu'à l'époque, l'Irak n'avait plus d'argent. Et donc toutes les sociétés partaient. J'avais tous les copains qui rentraient par manque de travail. Et moi, dans ce cas-là, j'ai voulu rentrer en France, mais dans un service commercial. Donc j'ai été formé pour exercer à Toulouse. C'est marrant quand même, parce que ouais. Tu finis quand même encore aujourd'hui dans la région. Ouais, j'ai toujours été attiré par le soleil. Ah, c'est pour ça. En 1984, t'es arrivé à Toulouse. Ouais. Et donc, mon but, c'était de vendre des installations téléphoniques, aussi bien à des artisans que préfectures, hôpitaux, hôtels. Et là, je me suis aperçu que en France, on a des décisions qui sont très très longues avec des réunionites, alors que j'avais l'habitude à l'étranger de prendre des décisions, on les réalisait. Pour recevoir des ordres, il fallait vraiment qu'elles soient sensées. Les décisions ne sont pas assez rapides. Et donc j'ai vendu une installation téléphonique dans une chaîne d'hôtels. Donc je me suis dit, la seule chose pour prendre ma liberté, il fallait que j'achète cet hôtel. C'était une grosse somme. Et donc j'ai fait appel à la banque. Et entre-temps, j'ai appris que le terrain était inondable. Et il fallait que je rajoute pas mal d'argent. Ça devenait trop dangereux. Et donc j'ai fait le nécessaire pour que la banque refuse mon prêt. Et avec ça, je pouvais récupérer les billes que j'avais mis dans la chaîne et partir. Sinon, c'était intéressant. Pendant que je faisais mes ventes entre midi et 2, j'allais me former serveur dans un hôtel qui fonctionnait déjà. Pour diriger, il faut connaître. Et donc, je me formais à mon futur métier. Et à ce moment-là, tu as rencontré quelqu'un ? Je connaissais déjà une femme qui s'appelait Frida. On s'est retrouvés. Et finalement, on a fait un peu de chemin ensemble, côté privé et professionnel. C'est-à-dire qu'elle avait un magasin de prêt-à-porter. On en a construit 4 en 7 ans. C'était pas mal. Surtout pour moi, j'étais incapable de m'habiller avant. Et qu'en cours de chemin, vraiment, je prenais plaisir à habiller les personnes. T'aimais bien habiller les gens dans les magasins ? Complètement. J'avais un magasin qui faisait que des marques femmes, un magasin qui faisait des marques hommes, et un magasin qui faisait... on allait acheter au Sentier, à Paris. Il faut savoir quand même que cette femme était juive tunisienne. Voilà. Ils sont quand même dans des prêt-à-porter un peu à la voilà. base. Et non, mais complètement. Donc, moi d'ailleurs, avec mon type un peu basané, j'étais très bien... Oui, parce qu'effectivement, t'es franco-français, mais t'as une tête d'Iranien. Quand t'étais jeune, t'avais quand même une tête de... mais toi, aujourd'hui, ton passeport pour passer l'avion, tu passes pas. Et donc j'étais très bien pour faire des affaires dans le milieu. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Comme on travaillait beaucoup, il fallait bien prendre des bons moments. Donc Club Med, oui, 2 fois par an. Voilà, c'est une période de ma vie. Et puis ça a duré 7 ans et on s'est séparés. J'ai pris un petit peu de billes, j'en ai perdu beaucoup, mais ça, je suis habitué de perdre beaucoup de billes dans ces séparations. C'est pas le plus important. Et donc j'ai rencontré ta mère dans les années 92. Et donc, elle était infirmière. Et donc, j'ai trouvé un magasin à Bordeaux. C'était pour vendre tout ce qui touche le confort du dos. Alors, mon projet, donc, c'était de faire fonctionner le magasin de Bordeaux, qui donnait sur le cours Alsace-Lorraine, et de franchiser 7 magasins dans le sud-ouest. Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, à Mont-de-Marsan, enfin, il y en avait 7. Et en même temps, il y a eu la grande naissance de Marie, au milieu, qui est venue à travers tout ça. Pas de problème. Déjà très vite, elle a commencé à vendre dans le magasin, puisqu'elle était toujours avec nous. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est fait avoir sur le magasin, c'est-à-dire qu'on a acheté une affaire qui était faussée. En fait, on s'est fait arnaquer. Et quand on a voulu attaquer, on n'avait plus d'argent, on avait tout mis là-dedans. Ça, c'était pour le magasin. Le franchiseur a disparu. Et malheureusement, en 96, un dépôt de bilan. Et puis voilà, mais c'est que matériel. Mais du coup, concrètement, il se passait quoi ? En clair, c'était une arnaque qui m'a conduit à un dépôt de bilan. Et l'arnaque venait et du magasin et du franchiseur qui a pété les plombs. Qui m'a obligé de créer mon enseigne.
Et en 96, j'ai dû faire un dépôt de bilan. Donc tout perdu. J'ai assisté aux adjudications de tout ce qui m'avait été pris. Un fauteuil que j'avais acheté 250 €, il était vendu 50 €. Et donc je suis sorti de là. Je marchais sur le trottoir et j'ai croisé une personne, un handicapé qui était dans son fauteuil roulant. On s'est croisés et là je me suis dit, finalement tu as de la chance. Lui est dans le fauteuil, probablement à vie, et moi tout est bon et je peux repartir. Tant qu'il y a la santé, il y a toujours des possibilités. Et là, tu avais quel âge ? Et à ce moment-là, donc j'avais 50 ans et donc il fallait rembourser la banque. On a négocié et le but c'était que je puisse recréer une société. À 50 ans, ça aurait été difficile d'être salarié quelque part, alors que j'ai toujours été indépendant. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'argent, vous faisiez comment ? Je touchais un chômage avant de racheter sur Bordeaux, qui était assez important, qui m'a permis de rembourser la banque en faisant appel à mes frères et sœurs, les amis, et en 14 mois, je les avais remboursés. Et à partir de là, j'étais donc au chômage. Par contre, le chômage, ça se termine. Mais attends, mais en fait, t'es passé en quelques années de la richesse absolue à rien du tout. Oui, complètement. C'est la vie, mais... Tu t'es dit quoi à ce moment-là quand t'as tout perdu ? Quand j'ai tout perdu, je savais qu'avec le temps, il fallait que je réfléchisse à créer une affaire. Et en attendant, j'ai trouvé mon premier métier que j'ai fait pendant 6 mois, électricien. Et j'ai fait des demandes d'embauche à une douzaine d'entreprises bordelaises. Ça a toujours été négatif. Pourquoi ils ne voulaient pas te prendre ? Parce que ça ne correspondait pas au travail d'électricien. J'étais trop qualifié pour que ça les intéresse. Ils ne me voyaient pas en moi la possibilité d'aller faire des trous pour passer des tubes électriques. Comme il fallait absolument que je travaille, le dernier artisan, il a lu ma lettre de CV, il m'a dit « Oh non, ça ne peut pas marcher ». Comme je voulais absolument travailler, au bout d'un moment, je l'ai mis à ma place et moi j'ai pris sa place. Et on a discuté. Sa femme était là, et qu'est-ce qu'on fait ? Et il a dit « On va essayer ». Et donc tu avais 50 ans et tu t'es fait embaucher comme électricien. Voilà. Oh, j'ai perdu des kilos parce que ça faisait 30 ans à ce moment-là que je n'avais pas fait toucher l'électricité. Comme je ne voulais pas traîner, ça a été assez difficile. Je suis resté là pendant 5 mois et après j'ai pu rentrer dans une boîte d'intérim où là je pouvais travailler chez n'importe qui. Donc après je pouvais faire du travail d'intérim en électricité. Puis parallèlement je pouvais m'occuper de Marie parce que j'avais quand même du temps de libre. Donc tu t'occupais de moi quoi ? Absolument. C'était génial. Ah ouais ? Ah oui, très génial. T'étais un papa au foyer un peu presque ? C'est ça. Avant que je reprenne le travail, j'étais papa au foyer. Voilà, donc les devais jardins, tout ça, je connais. Mais tu devais être vachement le seul père à l'époque dans les jardins, non ? Oh, certainement. Je m'en souviens pas, mais certainement. Mais c'était super. Donc finalement, c'est plutôt positif pour toi d'être père au foyer. Ah disons qu'à l'époque, on se posait pas la question. C'était comme ça. J'étais très heureux. Et donc, pour continuer la vie, un jour, on est parti en week-end dans le Lot, dans un gîte, où ils élevaient des canards. Et donc, un soir, c'était une douzaine à table, il y en avait de Lyon, d'Avignon et tout ça. On s'est super régalé, et j'ai trouvé mon activité ici. Le lendemain, tout le monde partait, et les super produits restaient là. Donc, j'ai dit, amenons les produits chez les gens. J'ai créé mon entreprise comme ça. Et bien, on est venu en 2000 dans le Tarn, parce que je voulais être entre Montpellier et Bordeaux, pour pouvoir vendre sur les 2 régions. Donc ton idée à ce moment-là, c'était de déménager de Bordeaux, t'installer dans le sud-ouest, là où il y a des produits de qualité. Voilà, exactement. Et ensuite, créer une clientèle et vendre aux gens qui sont intéressés des produits de la ferme. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. On a déménagé. Donc moi, de Bordeaux, j'ai appelé plusieurs agences. Et la deuxième visite que j'ai faite, c'était dans une ferme qui a été retapée, qui donnait sur les Pyrénées. Et là, j'ai pas été plus loin, j'ai dit c'est là. Mais du coup, tu connaissais rien en viande ? Absolument en rien, mais alors pas du tout. Et donc il y avait le circuit de la ferme, il y avait l'abattoir et un laboratoire qui permettait de découper et mettre en sous-vide. Et moi, après, je faisais les colis. Et je me souviens que la première fois, le patron du laboratoire, il me verse 2 caisses, une caisse de pot-au-feu et une autre caisse de pot-au-feu, mais qui n'étaient pas les mêmes. Je dis, c'est quoi ce truc-là ? Donc il m'a expliqué. Et puis j'ai tout fait comme ça, tout seul. T'as appris les morceaux des vaches et des cochons Ouais, complètement. Sur le tas. Sur le tas. Et en même temps, tu démarchais des gens, comment tu faisais ? Et je faisais tout par téléphone. Je prenais l'annuaire, j'ai enlevé tous les prénoms qui étaient résonance anciens plutôt. Donc ça, je les éliminais. Tous les prénoms vieux, tu les dégageais ? J'ai dégagé parce que quelqu'un qui est vieux mange moins de viande.
pas d'intérêt. Mais à l'époque, je vendais 20 à 25 kilos de viande avec 4-5 clients par soir. C'était énorme. Et puis, ce que j'ai créé là, ça se faisait nulle part. Maintenant, ça se fait beaucoup. C'est marrant parce que toi, tu l'as lancé dans les années 2000, au moment où il y avait la crise de la vache folle. La première livraison, la veille, il y avait sur M6 une belle émission sur la tremblote, la vache folle. Et là, moi, je partais, j'avais 2 veaux qui étaient dans mon camion frigo et je partais à Bordeaux. Et je me disais, ouh là là. Et finalement, étant donné que j'étais quelqu'un qui amenait directement de la ferme, ça a rassuré les gens. Mais je sais que j'ai une personne qui a appelé la mairie, par exemple, pour savoir qui j'étais. Et voilà, et c'est comme ça. Et là, donc tu avais 54 ans. C'est ça. J'ai créé mon entreprise à 54 ans. En même temps, il y avait la naissance de ton frère, Antonin, qui lui, il est né à Bordeaux, mais il a déménagé dans le Tarn au bout de 2 mois. Et ton affaire, là, elle a duré combien de temps ? Alors, mon affaire, elle a duré, je l'ai vendue, j'avais 65 ans. C'est-à-dire qu'elle avait 11 ans. Alors, je me suis arrêté parce que j'avais acheté un terrain en 2005 pour construire des gîtes, pour faire la relation entre les clients et les éleveurs. Sauf que, étant donné que j'ai tout construit moi-même, j'ai mis plus de temps à les réaliser. Et à côté, je continuais la viande. Tout seul ? Tout seul. À 60 ans ? Oui, mais ça allait très bien. Au calme ? Au calme, tranquille. Je l'ai toujours occupé par contre. Donc à côté, tu essayais de construire une maison et en même temps, tu vendais de la viande et tu partais en livraison à 4h du matin. Ouais. Et au passage, tu embauchais ta fille pour aller t'aider à mettre sous vide les morceaux de viande. C'est arrivé. Oui, parce qu'il faut Apparemment, savoir... il s'en rappelle. Oui, je me rappelle très bien des matins de salle de découpe. Ouais. Et des matins avec les bouchers où ils prenaient leur petit-déj à 5h. Ouais. Entrecôte. Entrecôte. C'est ça. Oui, donc en fait, pour ceux qui m'écoutent un petit peu et qui me connaissent, vous vous doutez que je ne mange pas de la viande en mode entrecôte tous les midis, mais j'ai été élevée à la merguez du Tarn, faut savoir. Donc on avait des congélateurs tout le temps blindés de viande. Ouais. J'avais un papa qui avait été électricien, qui avait voyagé au Club Med pendant des années, qui avait tout perdu et que depuis que je suis née, on n'avait pas un rond. C'est vrai, on en a investi beaucoup. Oui, on en a beaucoup dépensé. Et donc là, on construisait la maison et des gîtes pour, dans les l'idée, 3 gîtes, ouais. recevoir des clients. C'est ça. Faire les constructions et faire le commerce de tout seul. À 65 ans, À 65 ans, c'est un peu fatigant. quand je partais à 3 heures du matin, entre 3 et 4 heures du matin sur Bordeaux, au bout d'une heure, 1h30 de route, je commençais à fatiguer. Et comme j'avais pas le temps de me reposer trop, pour pouvoir continuer à rouler, je m'arrêtais dans une station où là, je prenais 1 litre de coca, je prenais 2-3 cafés, je prenais... c'était des Mars à l'époque que je prenais. Ça existe encore, je te rassure. Oui, mais maintenant, je trouve ça trop sucré. Oh. Et donc là, après... 1 litre de coca, 1 Mars et ça repart. Et après, je travaillais, je livrais jusqu'à minuit le soir, sans problème. Sauf qu'au bout de 6 mois, peut-être, autour, par là, à l'époque, j'allais voir une femme qui faisait des énergies chinoises. Et quand elle me voit, elle m'a dit, mais tu n'as pas de la tension. Et j'avais 20 de tension. Oh putain. 20 de tension, au calme. Et donc, elle m'a fait diminuer la tension, mais je devais déposer de la viande dans le Gers, chez la tante. Et là, j'ai mangé foie gras, j'ai bien mangé. Et je suis rentré à la maison, j'avais 20 de tension. Voilà, petite anecdote. Ah, là, je vais avoir tous les végétariens de France qui vont m'attaquer en justice, là. Mais ça passe vite le temps comme ça. Ça passe très vite. Ça passe très 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 vite. Et donc, j'ai fait le choix de vendre mon affaire et de continuer à terminer les gîtes pour des vacanciers. Tu t'es pas arrêté, quoi? Non, jamais. Pas encore. Mais en plus, les vacanciers, c'est eux qui m'apportent les vacances durant l'été. Je fais des barbecues, on passe des soirées, c'est super. Tu te fais des amis et... Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la première fois que tu as commencé à vouloir créer ta boîte, ouais. C'était autour d'une table d'hôtes, oui. Et que finalement, tu t'es retrouvé à faire un gîte. Effectivement, c'était pas prévu à l'époque. Aujourd'hui, du coup, tu es le propriétaire de 3 gîtes. Oui, gîte Arnoux, depuis 2012. Ouais, non, ça passe. Hein. Ça fait 7 ans. Ouais. Ça fait donc 7 ans maintenant que des vacanciers viennent chaque été. Chaque été, et de plus en plus en intersaison. Juillet-août, c'est toujours plein. Là, j'ai déjà des réservations pour l'année prochaine. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils s'y prennent à l'avance s'ils veulent revenir. Vous entendez? A priori, quand on voit le nombre de personnes qui reviennent, il y en a très peu qui ne reviennent pas. Aujourd'hui, tu as 73 ans. Oui. Tu n'as finalement jamais fait d'études? Non. Tu as passé ton brevet professionnel pour être électricien? J'ai fait espagnol et anglais le soir. Bon, la première fois que je suis parti en Argentine, j'ai appris sur le tas.
Mais de toutes tes expériences là, il n'y a rien que tu regrettes? Que tu ferais différemment? Alors pas du tout. J'ai toujours fait ce que je pensais faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, j'ai 73 ans, mais je ne dis pas que je ne créerai pas quelque chose. Quelque chose qui n'existe pas. La création, il n'y a que ça qui m'intéresse. Si ça tourne bien, je m'ennuie. Donc, aujourd'hui, 73 ans, mais je ne dis pas que je ne créerai pas quelque chose. Je ne sais pas. Ça fait quoi de vieillir? C'est seulement qu'on n'a pas le choix. Tu le sens peut-être pas? Je le sens quand même, tu fais moins de choses dans une journée. Ou alors je prends plus le temps de vivre. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir, on prendra un café ou une bière. On ne regarde pas la montre, on profite du moment. Tu profites plus maintenant que les années passent? J'ai plus de temps. C'est autre chose. Tu dirais quoi à quelqu'un de jeune Ouais. qui ose pas faire des choses, qui a peur de se lancer dans des trucs, qui se met dans des cases et qui sort pas de ses habitudes? Je dirais, sois curieux. N'hésite pas. Si tu ne veux pas de regrets, eh bien avance. C'est comme un sentier. On est dans le sentier. Il y a une bifurcation. Tu la prends ou tu la prends pas. Mais si tu la sens, tu la prends. C'est comme ça que tu as toujours avancé? Oui, toujours. Sans savoir, mais... T'appellerais ça comment, de l'intuition? Je pense que j'ai beaucoup d'intuition aussi. Ça t'a pas empêché de te casser la gueule? Non, mais c'est pas grave. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose, le dépôt de bilan et tous les trucs qui t'ont un peu fracassé contre la vie, entre guillemets? Je crois qu'il y a eu avant le dépôt de bilan et après le dépôt de bilan. Avant le dépôt de bilan, j'étais plus matériel, je pense. Après, il y a eu vous. J'avais eu d'autres valeurs. C'est d'avoir eu des enfants qui a changé quelque chose? J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des enfants à l'âge que je les ai eus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est eux aussi qui participent que je ne sois pas vieux. Avoir des enfants tard, c'est plutôt le bon plan, quoi, pour rester jeune. Moi, je trouve que c'est génial. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. T'as 25 ans, Antonin il a 19 ans. Ouais, je pense que vous m'avez boosté. Si tu pouvais parler à un jeune homme ou à un homme qui a peut-être peur de se lancer dans la vie, de s'engager, d'avoir des enfants, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir des enfants dans ta vie d'homme? Alors si je prends Sandra, quand j'étais au Mexique, je ne l'ai pas vue grandir. Quand je vous ai eu, toi j'avais beaucoup de temps, puisque j'étais au chômage. On a fait des parcs, on a fait des jeux, je t'ai emmené à l'école. Donc j'ai vraiment profité de vous. On a fait plein d'échanges. Fatalement, ça a une autre valeur que malheureusement pour Sandra, je ne l'ai pas vu grandir. Les papas et les mamans d'aujourd'hui devraient ralentir et prendre plus le temps de profiter de leurs enfants? C'est une évidence. Profiter de leurs enfants, c'est quand même c'est de leur apprendre à s'envoler plus tard. Et tu trouves qu'aujourd'hui on est dans une société peut-être où on n'apprend pas aux enfants à s'envoler? Si on prend l'exemple de vous, avec vous avez participé à certains travaux. Vous avez une certaine valeur des choses. Tu veux dire qu'effectivement on a vécu dans la galère pendant toute notre enfance? Oui. C'est-à-dire que j'ai un rapport au matériel qui est effectivement assez dérisoire parce que on n'est jamais parti en vacances. Oui, très peu, oui. On a vécu dans un sous-sol par 10 degrés, avec pas d'électricité, pas d'eau chaude. Oui. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut être passé par des trucs difficiles pour se rendre compte de la valeur des choses? Si on peut en éviter... c'est pas plus mal si on peut. C'est peut-être pas plus mal. Mais d'un autre côté, parallèlement, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui où les enfants sont trop protégés. Ils sont dans leur chambre avec la télé, avec les jeux, je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont pas dans la vraie vie? Oui, je pense qu'ils sont pas dans la vraie vie. Et je pense qu'ils auront du mal à travailler. On voit bien aujourd'hui, le travail n'a pas la même valeur que moi à mon époque. Il fallait vivre. Aujourd'hui, le rapport au travail n'est pas le même. Attention, toi tu l'as. Merci. Tu veux dire que les jeunes d'aujourd'hui ont plus l'habitude que ça soit servi sur un plateau? Oui, je pense. Gagner de l'argent, c'est pas forcément facile. Ça, c'est compliqué à dire, mais on voit les métiers manuels. Certains jeunes ont du mal. J'ai un magasin de cycles là où j'ai acheté les vélos. Ils trouvent personne pour travailler. Les jeunes qu'il a eus ne sont pas restés longtemps parce que ça ne les intéresse pas. Et donc, il y en a qui préfèrent être au chômage plutôt que de ne travailler. Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui sont un peu révoltés contre plein de choses, mais il y en a peu qui se donnent vraiment les moyens de bouger les choses et de faire en sorte qu'il y ait vraiment des changements dans leur vie ou dans la vie de manière générale. Mais il ne faut pas trop généraliser parce que tu es aussi en campagne, tu n'es pas en ville. Et ça aussi, c'est un choix quand même parce que mine de rien, t'as toujours été quelqu'un qui adore vivre avec les gens, d'être dans le contact. Oui. Mais t'es quand même vachement isolé ici. Je pense que ce qui me sauve, c'est que les gens viennent me voir. Et là, j'ai toujours quelqu'un avec qui discuter. Et ça peut être des Anglais, alors c'est un peu plus compliqué parce que mon anglais, il est quand même pas très performant. Les Belges qui sont très marrants, Bon, mais alors, quelle est la prochaine entreprise que tu vas créer là?
Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je ne dis pas que je n'en créerai pas une. T'as encore au moins une bonne trentaine d'années devant toi. 30 ans, je ne sais pas, mais mes parents, ils sont morts à 96 ans. On va de plus en plus loin. Mais tu sais, la jeunesse est dans la tête, je pense. Oui, mais c'est sûr. Tant que tu as envie de créer, je pense que c'est bon signe. Tu vois, ici, on voit beaucoup de promeneurs et il y a beaucoup de cheveux blancs. Et donc, je ne peux pas... Tu veux pas aller avec eux? Je ne peux pas aller avec eux. Pourquoi? Parce que souvent, les retraités, ils parlent que du passé. Moi, qu'on me parle du présent ou de l'avenir, voilà. Ça me convient. Donc c'est ça le secret de longévité, c'est regarder toujours devant. Je pense, il y a des belles choses, il y a des choses à créer. Puisque derrière, c'est derrière, on ne peut rien y faire. Donc c'est fait, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça, ce qui est bizarre, moi, de parler dans mon passé, là, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai l'impression d'être parti à des années-lumière pour voir comment j'ai vécu à une certaine période. T'es fier du chemin que t'as fait, là? De ta vie? Est-ce que t'es content de la vie que t'as menée? Très heureux. J'ai pas un regret de ne pas avoir fait quelque chose. Donc en fait, la pire chose, ce serait finalement de rester inactif et de rester coincé dans un système et de pas oser en sortir. Quitte à se planter, mais vaut mieux avancer. C'est peut-être bien... Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se planter. Mais si ça arrive, malheureusement, moi, ça m'est arrivé et j'ai tout perdu. Vraiment, j'avais un terrain en région parisienne pour construire. Ah bon? On a encore loupé une étape, j'étais pas au courant de ça. Oui, parce qu'il y avait pas mal de choses. Et donc, j'ai vendu ça, j'ai vendu les magasins. Et donc, j'ai tout mis là dans cette affaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je suis très heureux avec mes gîtes. C'est ta manière de parler fort? Si je voulais donner un conseil, il faut oser. Moi, je pense qu'il vaut mieux se planter, mais même si on s'est planté, on a appris des choses et qui serviront si on continue à oser. T'as quelque chose d'autre à ajouter? J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Je crois que t'as jamais autant parlé de ta vie. Jamais, c'est la première fois. Demain, je vais rentrer dans une salle de sport, je suis très heureux. C'est dans tes projets, ça? Tu m'as donné l'idée, seulement pour dire il faut entretenir le corps, aller faire du yoga. Reculer toujours d'aller m'inscrire. Tu te serais retrouvé avec des vieux quinquas, attends, t'es fou? Et non, ça pouvait pas aller. En échangeant, tu m'as ouvert l'esprit en me disant salle de sport. Et effectivement, on est allé voir hier, je vais retrouver mon compte dans ce domaine-là. Ce que j'ai vu hier de la salle de sport, il n'y a que des femmes, d'un certain âge d'ailleurs. Peut-être que si les femmes vont plus loin dans l'âge, c'est peut-être parce qu'elles s'entretiennent. Et donc je vais m'entretenir pour aller aussi loin qu'elles. Pour dépasser. C'est un peu ton secret jeunesse, quoi. Oui, parce que si on n'entretient pas le corps, si on ne veut pas avoir des bobos... T'as toujours été actif. Oui, j'ai toujours fait du sport. T'as toujours fait du sport, t'as toujours été gourmand, t'as toujours aimé la vie. Oui, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Je reconnais que la vie, elle a été très sympa avec moi. Est-ce qu'elle a été très sympa avec toi ou est-ce que c'est toi qui as pris la vie de telle sorte qu'elle soit chouette? Oui, mais on peut se poser la question, pourquoi moi je l'ai pris comme ça et pourquoi tant de personnes la subissent? Moi je pense que c'est parce qu'aussi, depuis que je suis petite, tu me dis que la vie était un jeu. C'est ça. Et si on joue, on n'a pas l'impression de ramer. Je suis bien d'accord. Si tu joues, c'est que tu vas aller vers quelque chose qui t'intéresse. Là, le temps passe très vite. Alors autant jouer. C'est pas moi qui dirai le contraire. Joue. Écoute... Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre d'avoir parlé autant de moi. Attends, tu vas être écouté par plein de gens. Oui, c'est énorme. Bon, je m'en vais. Attends. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à Sois sage et parle fort. Je suis très très fière de recevoir mon papa, qui a eu une vie avec plein de choses dedans. J'espère vraiment que ça pourra en inspirer. Je sais pas si beaucoup seront allés jusqu'au bout de l'épisode, mais si vous l'avez fait, alors je serai super contente d'avoir vos retours. En tous les cas, si je l'ai fait, c'est vraiment avec toi. Il n'y a que toi qui pouvais me faire accepter de parler de mon passé. Je pense que j'arrive bien à faire parler les gens. Je pense que tu vas pouvoir jouer dans la vie. Il n'y a aucun souci. Écoute, top là. Je te remercie beaucoup. Oui, non, c'est moi qui te remercie. Tu es la meilleure. Moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cet échange. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout, n'oubliez pas, prenez la vie comme un jeu. Soyez sage un peu, mais parlez fort. Beaucoup.